Bamako, capitale moderne et développée à l'horizon 2030, la mairie du district initie un colloque sur l'atteinte de la vision qui prendra en compte tous les aspects de la planification de la ville. Un week-end de festival, c'est bel et bien parti pour la deuxième édition du festival Kurukanfuga. Pendant 2 jours, le monde vibrera au rythme de la célébration de sa culture. Nous sommes samedi 15 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi après une visite de travail de 72 heures en République du Congo. Vous le voyez sur ces images. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Oumar Tatamli, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et bien évidemment le gouverneur du district de Bamako. Le président de la République qui regagne Bamako cet après-midi en provenance de Congo-Brazzaville. Voilà des images d'arrivée du président de la République qui a séjourné au Congo-Brazzaville pendant 72 heures pour une visite de travail. La couverture sanitaire universelle, ses implications politiques et budgétaires, c'est le thème de la journée de plaidoyer initiée à l'intention des parlementaires. Les participants vont être édifiés sur la problématique liée à la mortalité maternelle et infantile, les défis relatifs à l'accès de tous aux soins, entre autres. La rencontre est initiée par des ONG World Vision et Save the Children et bien évidemment leur partenaire, nous dit Ramata Akonati. À l'approche de l'horizon 2015 où seront évalués les objectifs du millénaire pour le développement, l'heure est à la sensibilisation des députés sur la couverture sanitaire universelle. À cet effet, des communications sont faites sur la fistule et la mortalité maternelle néonatale et infantile. Car notre pays, le Mali, est dans une perspective d'améliorer son système de santé et surtout de répondre aux aspirations des populations pour une couverture sanitaire universelle permettant à tous d'accéder aux services de santé préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion sans que leur coût ne soit une barrière pour les usagers. Dans ce domaine, des efforts sont en cours dont la création et la mise à l'échelle des centres de santé communautaires, la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire AMO et du régime d'assistance médicale RAMED. Malgré ces progrès, des défis restent à relever, dont le décès de nombreux enfants, estimé à 35 pour 1000 selon les résultats provisoires de l'EDS 5. Parmi ces défis, l'on peut citer la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, les méfaits du paludisme, les infections respiratoires aiguës, la faible allocation de ressources financières et humaines à la santé de la mère et de l'enfant. Garantir la couverture sanitaire universelle au Mali requiert évidemment plus qu'un engagement politique, mais bien des ressources. Et le nerf de la guerre, comme vous savez, c'est évidemment le financement qui constitue l'aspect primordial, puisque la barrière financière est la plus importante pour les populations lorsqu'elles cherchent à se faire soigner. Cette journée de plaidoyer vise une plus grande implication des députés dans l'adoption et la mise en œuvre de la politique de financement de la santé couvrant la période 2014-2023, un document en cours d'élaboration. Répertoire des forces et faiblesses de l'enseignement supérieur dans notre pays, c'est l'expérience auquel se livre le comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir du niveau d'enseignement dans le cadre d'un processus d'harmonisation des procédures universitaires dans l'espace UMOA. Le comité a organisé une plénière visant l'amélioration du système universitaire. Moïse Traoré, compte rendu.
Contribution au rapport préparatoire de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Les critiques et les propositions sont d'abord formulées par les enseignants, professeurs ou maîtres de conférences. Le comité de pilotage écoute ensuite les assistants et les maîtres assistants. L'exercice s'inscrit dans le cadre du processus d'harmonisation des procédures universitaires dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Cette application nous a permis d'auditionner environ 150 personnalités ou institutions. Parmi ces personnalités et institutions, il y a des enseignants, il y a des administrateurs de l'enseignement supérieur, il y a des chercheurs. L'UEMOA a fait élaborer un cadre partenarial gouvernement, université, monde socio-professionnel pour chacun des 8 pays. Le comité de pilotage national travaille depuis janvier 2014. Nous entendons de ces 2 rencontres que ces enseignants directement nous disent quels sont les points forts, quels sont les points faibles de l'enseignement supérieur actuellement au Mali. Et surtout, qu'ils nous fassent des propositions de solutions concrètes, réalistes et réalisables. Les journées de concertation sont programmées les 7, 8 et 9 avril prochains. Dans la suite logique de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans notre pays, c'était du 18 au 23 février dernier, une délégation marocaine conduite par le président du directoire du Crédit agricole du Maroc a séjourné dans notre pays dans la période du 12 au 15 mars. La délégation, qui a été reçue par le ministre du Développement rural Bokari Tereta, avait pour mission de définir les axes de collaboration entre les 2 pays conformément à la convention signée le 20 février dernier entre le Royaume du Maroc et le Mali après une visite de terrain à l'Office du Niger et la visite d'autres infrastructures agricoles. Dans notre pays, les échanges ont porté sur la collaboration dans différents domaines agricoles. Les 2 parties ont exprimé leur volonté d'aller vite et d'être concrets à travers un cadre de concertation, un cadre de financement sous la houlette de la BNDA afin que l'agriculture malienne puisse bénéficier d'un financement adéquat et périn. L'avenir de notre capitale, je vous le disais dans les titres, Bamako est au centre d'un colloque. Ce colloque, initié par la mairie du district de Bamako, travaillera à l'élaboration d'une vision politique de la ville de Bamako et cela à l'horizon 2030 en termes de croissance et de développement. Moussa Fane, compte rendu. Cette rencontre permettra aux experts de l'urbanisme et aux collectivités d'adopter des stratégies pour un avenir maîtrisé et partagé de la ville de Bamako à l'horizon 2030. Les échanges seront axés sur le développement urbain et l'organisation de la progression de la ville. Cette vision devra être adaptée à la vie des habitants de la capitale. Le projet, ce qu'on peut en attendre, c'est à la fois une traduction dans les documents de planification, c'est-à-dire les documents réglementaires qui ensuite doivent se traduire dans la construction de la ville. Tous les professionnels qui sont là, avec chacun ce qu'il sait, c'est ce qu'on va essayer de mettre ensemble pour dessiner la ville de demain, c'est-à-dire dans l'horizon de ce qui va se passer dans 16 ans ou bien dans 20 ans. Nous ne pouvons pas faire ça sans construire la citoyenneté. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a rassuré les initiateurs quant à l'accompagnement du gouvernement. Selon lui, les collectivités doivent être capables d'anticiper l'évolution des villes. Aujourd'hui, nous avons autour de 90 schémas d'urbanisme. Donc, on a 90 villes qui sont dotées de schémas d'urbanisme. Mais si on fait l'exercice de voir le respect de ces schémas, on se rend compte que presque aucun n'est respecté à 10%. Parce que justement, les collectivités ne développent pas suffisamment les capacités pour conduire l'exécution de ces outils. À l'issue du colloque, la mairie du district de Bamako sera dotée d'un document qui donne la vision politique de Bamako à l'horizon 2030. Nous sommes bien aujourd'hui 15 mars et retenez que cette journée est la journée mondiale des consommateurs. Ici au Mali, pour commémorer la journée, le regroupement pour la défense des consommateurs était face à la presse. Avec les hommes de médias, les échanges ont porté sur le thème de la journée, à savoir téléphonie. Respecter nos droits. Alpha Mega a suivi ce point de presse pour nous. La consommation se caractérise par l'utilisation des biens et services
Cela dans le but de satisfaire un besoin. Chaque 15 du mois de mars reste la journée dédiée aux droits des consommateurs. Et c'est pour magnifier cette journée que le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali a initié ce point de presse. Les échanges ont porté sur le thème « Téléphonie, respectez vos droits ». À travers le monde, on a près de 7 milliards d'abonnés mobiles. Et le téléphone aujourd'hui est devenu comme un produit de première nécessité. On ne peut plus s'en passer. En tout produit, en tout, il y a les points négatifs. Peut-être que le problème de réseau, on peut se plaindre. Souvent, on a des difficultés pour atteindre son correspondant. Tout ça, ça mérite d'être expliqué et mieux compris. Le coût, en tout cas, nous demandons toujours un prix abordable. La commémoration de la Journée mondiale des droits des consommateurs a été l'occasion de jeter un regard sur ce qui a été fait au Mali. De plus en plus, nous avons en tout cas le secteur public a une reconnaissance vis-à-vis de notre existence et c'est pour cela nous implique dans plusieurs cadres de concertation, ce qui correspond à un des droits du consommateur, le droit d'être entendu. La Journée mondiale du droit des consommateurs a été créée il y a plus de 30 ans. L'objectif visé est de défendre les droits élémentaires des consommateurs. Mot de politique dans ce journal, le premier congrès ordinaire du parti phare Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Ankaouili a ouvert ses portes au Palais de la Culture. Pendant 2 jours, les participants venus de l'ensemble des régions du district de Bamako ainsi que de l'extérieur vont examiner les projets de texte soumis pour approbation des congressistes afin de préserver les intérêts supérieurs du parti. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Ayant en commun un idéal pour le Mali, le parti des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare Ankaouili est l'émanation d'une convergence d'énergie et de convictions fortes. De ce point de vue, ce premier congrès constitue un tournant décisif dans la vie de ce jeune parti, une formation politique qui a bien compris que l'intérêt de ses militants réside dans l'union et dans l'unité d'action. Le présent congrès permettra, j'en suis sûr, de clarifier définitivement la place que notre parti compte occuper. Cependant, rien, absolument rien, ne doit nous détourner des valeurs et des principes qui fondent notre engagement et notre action politique. À participer avec vigilance, lucidité et responsabilité à la relecture des textes fondamentaux de notre parti afin de consolider les actions et envisager l'avenir avec confiance. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour le parti phare Ankaouili, avec comme ambition un programme de société à hauteur de souhait. C'est pourquoi le présent congrès devra sans nul doute porter Modibo Sidibé à la tête de ce parti. Un homme qui a une grande ambition pour son pays, bâtir l'État, reconstruire la nation. Les militants et les militantes de phare affirment solennellement que dans le cadre du renouveau démocratique, les citoyens et les citoyennes doivent être associés à l'élaboration d'un véritable projet de société, tel que Mali Horizon 2030, qui est aujourd'hui une vraie source d'inspiration. Modibo Sidibé, pour qui le congrès sera décisif, a longuement entretenu les militants sur la vie de la nation ainsi que celle du parti. Je suis convaincu, et j'en ai la profonde conviction, qu'une force nouvelle est nécessaire pour retrouver la pureté des origines et rendre aux militants de la démocratie malienne le goût de ce grand combat. Seule la création d'un nouveau pôle politique est à même de répondre à cet enjeu. Les phares, seconde génération de partis politiques, porteuses d'une nouvelle génération d'hommes politiques, travaillent à l'émergence d'un tel pôle pour le devenir de notre République et de notre démocratie. Les militants qui ont fait le déplacement en sont répartis, revigorés et rassurés quant à l'avenir de leur parti. Depuis hier, nous en parlons, la reconstruction des édifices culturels du Nord se fera grâce à la participation des partenaires mobilisés par l'UNESCO. Outre les partenaires financiers, les initiateurs pourront compter sur une expertise nationale composée d'architectes et maçons maliens. Des détails avec nos envoyés spéciaux à Tombouctou, Alousseni Touré et Adama Diakité.
Lazare Ebundou a lancé une offensive tous azimuts en faveur du financement de la reconstruction des édifices culturels endommagés. Nous étions aujourd'hui avec certains de nos partenaires financiers, à savoir l'Union européenne, la Suisse, la France et l'Afrique du Sud, et bien d'autres qui n'ont pas pu venir, mais qui nous soutiennent. Donc nous avons déjà un premier groupe de donateurs financiers qui nous accompagnent, mais nous n'avons pas encore levé tous les fonds nécessaires. Nous continuerons de le faire et nous appelons la communauté internationale à continuer de se tenir auprès du gouvernement du Mali et à soutenir les actions des Nations Unies à travers l'UNESCO. L'organisation internationale et le ministère de la Culture s'appuient sur une expertise confirmée, celle des architectes maliens et des maçons de Tombouctou, spécialisés dans l'architecture traditionnelle. L'architecture est universelle. Elle est universelle, chaque culture a ses réalités. Donc nous avons des architectes qui se sont beaucoup intéressés à l'architecture traditionnelle, à l'architecture vernaculaire du Mali. Vous pourrez me croire, il y a beaucoup d'architectes parmi nous qui s'y connaissent. Je voudrais d'abord remercier tous les partenaires financiers du Mali qui nous ont quand même accompagnés pour la reconstruction de ces patrimoines culturels. Et que les gens sachent aussi que c'est les Maliens, les maçons, les ouvriers traditionnels maliens, et avec une certaine gestion technique des techniciens, qui sont les architectes, les archéologues, les ingénieurs et d'autres sociologues, environnementalistes pourquoi pas, qui seront là pour les guider pour bien réaliser ces travaux. Sont concernés pour cette action salvatrice les mosquées, les tombes des saints et les manuscrits de Tombouctou, le tombeau des Askia de Gao, des éléments appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'une des figures du mouvement djihadiste dans le nord du Mali, Oumar Ould Hamaha, a été tué par l'opération Serval dans la région de Kidal. L'homme originaire de Tombouctou, on le rappelle, avait dans le temps défié toute la communauté internationale pendant l'occupation. Sa tête avait été mise à prix. Notre équipe de reportage a rencontré Oumar à plusieurs reprises à Douanza, tout comme dans la cité des 333 sangs. Suivons le portrait de l'ex-porte-parole des groupes armés à Tombouctou, portrait dressé par Yeya Tandina, l'un des rares journalistes à l'avoir interviewé. Né en 1963 à Ber, dans le cercle de Tombouctou, Oumar Ould Hamaha, fils d'un ancien goumier berabiche, est issu d'une famille de 5 hommes et 2 filles. Ould Hamaha fit ses études primaires et secondaires à Tombouctou et au lycée Maman Al-Hassan Haïdara, où il décrocha son baccalauréat deuxième partie. C'est ainsi qu'il va approfondir ses études à l'université de Tunis par la baraka de son beau-frère Mokhtar Bel Mokhtar, chef de la Katiba algérienne de l'époque GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. Notre équipe de reportage l'a rencontré à Tombouctou et à Douanza. Les Moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on est venu ici sans les concerter. Et quand on va sortir, on ne va pas les concerter. On est venu au nom de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? Oumar sera successivement porte-parole des groupes armés ACMI, Moujao et Ansardine, ensuite chargé de la sécurité des zones contrôlées par les Moudjahidines. Le 14 janvier 2013, il créa sa propre Katiba du nom de Ansar al-Sharia. Aide de camp de Bellawar, sa tête a été mise à prix par plusieurs puissances antiterroristes qu'il a toujours défiées. On n'a aucune négociation, ni avec la CEDEAO, ni avec les pays de l'OTAN. Ce qu'il y a, c'est le sabre. C'est le sabre, c'est la seule négociation avec les pays occidentaux et la CEDEAO. Le sabre seul qui fait la négociation entre nous. En la nuit du 7 au 8 mars, il croisa son destin dans le Timétrine, région de Kidal, sous les frappes de l'aviation française Serval. L'espoir nous autorise, avec la mort de cet homme, de dire que c'est le début de la fin du djihad dans le nord du Mali. Restons cependant prudents, car d'autres têtes circulent, comme celle de Abou Ould Talha et Yahya Ould Hammam, tous deux membres d'ACMI.
Restant dans la cité des 333 le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement a tenu une session extraordinaire, session au cours de laquelle les acteurs du développement de la région ont procédé à la sélection de 20 communes pour l'intervention de la mise en œuvre du débat communal. Nous retrouvons Yeya Tandina. Promouvoir le dialogue pour l'instauration d'un climat de paix, de cohésion sociale et de consolidation de l'unité nationale. C'est dans ce contexte que le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD a organisé cette session extraordinaire à Tombouctou. L'appui et la mise en œuvre des débats communaux constituent les thématiques développées. Cette rencontre se tient dans une dynamique que les APL ont initiée, celle d'asseoir la cohésion sociale et de contribuer en plus à la stabilité dans ce pays, dans un moment que nous pouvons appeler le retour de la paix dans certaines parties du Mali. Le débat communal va permettre d'instaurer un dialogue entre les communautés d'une collectivité et autour de points essentiels. La reconstruction de la commune et pour arriver à la paix. Sur la base des critères comme la sécurité, la fonctionnalité des communes et la collaboration entre élus et population, 20 communes ont été sélectionnées sur les 52 de la région pour abriter les débats communaux. Au niveau de l'AFIA, il y a la sécurité et il y a le maximum des élus qui se trouvent ici présents. Donc pour tenir une session, c'est la moindre des choses. J'ai une conviction forte qu'il nous faut développer avec les populations concernées une vision partagée de la paix et du vivre ensemble en réduisant les fractures sociales et les autres risques de tension post-conflit. Ce CROCSAD extraordinaire est une initiative de l'Association des pouvoirs locaux en partenariat avec le programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte GIZ de la coopération allemande. Gao vient d'abriter le lancement des travaux de haute intensité de main-d'œuvre du programme d'intervention d'urgence des 3 régions du Nord et du cercle de Douanza. Au total, plus d'une centaine de jeunes prennent part à ce programme initié par le Conseil national de promotion du volontariat à travers l'ONG Appui à l'autopromotion communautaire Benkan APC Benkan. Reportage Aïssata Salihou Meiga. Réussir le retour d'une paix définitive et retrouver la cohésion sociale entre les différentes communautés pour un développement durable sont les objectifs majeurs de cette rencontre intercommunautaire de Bourem. Initié par le Centre humanitaire pour le dialogue, ces cadres d'échange regroupent au total 120 participants venus des 5 communes du cercle. Plusieurs sujets seront abordés pendant 3 jours. Faire un récit des événements qui se sont passés au nord du Mali, en particulier dans le cercle de Bourem. Ensuite, de faire un diagnostic de différentes causes et d'analyser les stratégies qu'il faut pour permettre le vivre ensemble des communautés. Les participants estiment que cette concertation leur permet de consolider les liens et de se pardonner. Les gens vont se regarder. À qui tu as fait du mal, là, il te verra devant lui. On va se pardonner. On va rectifier les tirs. Les autorités locales trouvent nécessaire la pérennisation de ces genres de rencontres pour la résolution des difficultés du moment. Il devient nécessaire, sinon indispensable, de multiplier ces genres de rencontres d'échange et de concertation afin de trouver les solutions aux difficultés que nous vivons pour gagner le retour définitif de la paix et de la stabilité. Cette rencontre permettra à l'ONG Center for Humanitarian Dialogue, le centre humanitaire pour le dialogue, de jouer une part importante dans le processus de la paix et de la réconciliation. C'était plutôt une rencontre intercommunautaire, rencontre qui s'est tenue à Bourem dans le cadre de la réconciliation et du retour de la paix. Plus de 216 tonnes de céréales seront gratuitement distribuées aux populations vulnérables du diocèse de Sens dans le cadre de la réduction de l'insécurité alimentaire. Tel est l'objectif visé par le projet Assistance humanitaire prévention des crises de Caritas Sens, financé par Caritas Allemagne. Fousseni Samaki. 216 tonnes de céréales, un jardin maraîcher, des intrants maraîchers pour un coût total de 65 595 700 francs CFA seront gratuitement distribués aux populations vulnérables dans le diocèse de Sens.
Cette action du projet Assistance humanitaire prévention des crises vise à réduire l'insécurité alimentaire due au déficit pluviométrique de la campagne agricole 2013. L'opération de distribution des céréales lancée ce jeudi à Sokoura dans la commune de Fangasso concerne 7776 personnes vulnérables dans les paroisses de Timissa, Tominian, Sokoura et San. Nous réalisons des greniers de prévoyance pour contribuer à la formation des réserves de céréales au niveau des villages. Dans chaque village, nous allons mettre en place un comité de gestion des greniers et nous allons les accompagner en équipement et en formation. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste humanitaire à sa juste valeur. Avec ce jardin, nous apprenons non seulement les techniques de maraîchage, mais aussi il est source génératrice de revenus pour nous femmes. Nous souhaitons son agrandissement car toutes les femmes ne peuvent pas l'exploiter pendant la même période. L'aide que la Caritas est en train de faire pour la commune de Fangasso, vraiment est très salutaire. Du fait que ça fait quelques années que nous sommes en train de faire une mauvaise campagne pluviométrique. Ce projet de Caritas 100 qui dure 8 mois réalise des greniers de prévoyance à travers le Food for Work, construit des cordons pierreux, lutte anti-érosive, forme des groupements sur la production et commercialisation dans le diocèse de San. Remise officielle hier vendredi à l'aéroport d'Agdag de Caille des clés des locaux de la brigade des transports aériens de motos financés à hauteur de plus de 80 millions de francs CFA par l'Agence nationale de l'aviation civile. Les nouveaux locaux de la brigade des transports aériens et ses engins constituent un atout majeur pour le renforcement des mesures de sûreté à l'aéroport de Caille. Kansoutou Kanouté. Ouvert depuis 3 ans au trafic international, l'aéroport de Caille d'Agdag est désormais doté de locaux modernes pour la gendarmerie nationale et de 2 motos Yamaha 125 pour la structure. Ce projet de construction de la brigade des transports aériens de l'aéroport de Caille d'Agdag ainsi que les 2 motos Yamaha 125 ont été entièrement financés par l'Agence nationale de l'aviation civile. Le montant du financement s'élève à plus de 83 millions de francs CFA, les 2 motos ayant coûté environ 5 millions de francs CFA. La région de Caille est une forte zone d'immigration et de production minière. À cet égard, la mise aux normes internationales de sa plateforme aéroportuaire constitue un facteur important pour le développement économique local. Cette infrastructure, à n'en pas douter, va améliorer les conditions de travail des gendarmes dans l'accomplissement de leur mission traditionnelle de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de la région de Caille a salué cette initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile qui permettra le démarrage effectif des activités aériennes en région de Caille. Nous prenons grand soin du bâtiment et des moyens roulants et que nous sommes toujours preneurs et demandeurs pour d'autres appuis de ce type-là, notamment moyens roulants mais mieux protégés. Selon le maire de la commune rurale de Koulou, Assamadi Diallo, avec cette brigade, l'espoir est désormais permis pour la reprise des vols de façon régulière à destination de Caille. Le gouverneur accompagné du directeur général de l'ANAC a remis officiellement les clés des locaux de la brigade des transports aériens et de 2 motos Yamaha 125 au commandant de la Légion de la gendarmerie de Caille, suivi de la visite d'un nouveau locaux de la brigade des transports aériens. Lancement d'un nouveau service, un service Mobicash de Malitel. Le lancement a eu lieu ici à Bamako. Mobicash est le fruit d'un partenariat entre Malitel et la Banque de développement du Mali, BDM SA. Ces 2 structures travaillent conjointement pour offrir aux Maliens cette nouvelle solution accessible à tous avec des garanties de sécurité. Suivez avec Rachel Tessougé ce que c'est que Mobicash. Mobicash est un service qui permet via le téléphone mobile Malitel de disposer d'un moyen simple, sûr et efficace pour effectuer soi-même des transactions et des opérations courantes de type bancaire de base. Mobicash est désormais disponible dans toutes les agences Malitel et des milliers de points de vente installés partout au Mali. Mobicash est un produit sécurisé, facile à utiliser et peu coûteux. C'est un mode de transfert d'argent qui fonctionne en ligne sur l'ensemble du réseau de Malitel. Le compte Mobicash permet aux clients de réaliser depuis leur mobile Malitel des transactions courantes en toute sécurité et des retraits et des dépôts d'argent auprès d'un réseau d'agents agréés. Ils peuvent aussi payer dans des points de vente, régler leurs factures d'électricité, d'eau, de téléphone
ou encore recharger leur compte téléphonique en minutes de communication. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information félicite Malitel pour la création de Mobicash. Selon lui, ce produit contribue au développement économique de notre pays. Cette cérémonie m'offre l'agréable occasion de vous féliciter de vive voix et d'apprécier les qualités professionnelles dont vous avez fait preuve auprès du peuple du Mali. Le taux de bancarisation au Mali, qui est actuellement de 7%, reste faible. La solution permettra à toute cette population non bancarisée d'avoir accès aux moyens de paiement électroniques sécurisés, fiables, rapides. La société Malitel compte actuellement plus de 10 millions de clients. Conforme à sa vocation d'opérateur global de télécommunications, elle offre une gamme de produits et de services complets aux particuliers, aux entreprises et aux institutions nationales et internationales. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, s'agrandit. Le syndicat des motos-taxis vient de signer son acte d'adhésion. L'acte d'affiliation qui a été signé vise comme objectif essentiel la défense des intérêts matériels et moraux des militants au sein de la centrale syndicale Alpha Mega. À Bamako, les motos-taxis sont nombreuses. Le transport des marchandises reste leur principale activité. Depuis un certain temps, ces conducteurs d'engins à 3 roues sont regroupés en syndicats. Pour cette raison, ils ont décidé de marquer leur adhésion au sein de la Fédération nationale des transports, membre de la CSTM. C'est dire que l'unité et la solidarité entre syndicats constituent le socle sur lequel repose toute action syndicale. La CSTM, c'est le plus grand syndicat qui fait le choix de notre mototaxi. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que mototaxi a des problèmes à Bamako. Nous souhaitons le soutien de ce système. Nous souhaitons la bienvenue à nos camarades conducteurs des mototaxis au sein de la Fédération nationale des transports et les encourage au respect des droits syndicaux. L'acte d'affiliation du syndicat des mototaxis vise comme objectif la défense des intérêts matériels et moraux des militants. Un mariage de bon sens, un mariage syndical qui tend vers le développement et la liberté syndicale. La formation au dialogue interreligieux était le thème de la rencontre entre les grands séminaires du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de Guinée-Conakry. La formation a pris fin au grand séminaire de Yessamaya, ici à Bamako. Au cours de cette rencontre, les formateurs ont planché sur la problématique du dialogue interreligieux. Laurent Diakité, compte rendu. Durant une semaine au camp d'initiation de Samaya, les formateurs des grands séminaires du Burkina, Niger, Mali et Guinée-Conakry ont réfléchi et médité sur la problématique du dialogue interreligieux avec le thème « Formation au dialogue interreligieux ». Cette formation des formateurs vise à favoriser une meilleure formation des futurs pasteurs que sont les séminaristes dans le domaine du dialogue interreligieux. Lectures spirituelles, cours systématiques sur le dialogue interreligieux sont autant de moyens de former les pasteurs de demain. Prenant la parole au nom de l'archevêque de Bamako, le vicaire général de l'archidiocèse de Bamako a dit que le thème formation au dialogue interreligieux est d'actualité, surtout au Mali, qui sort d'une crise au cours de laquelle les religions ont été menacées. Nous venons de vivre un temps assez difficile au Mali. L'année dernière et avant, pour une question de religion, on est parti démolir des mosquées et de ceci, de cela, et tuer des personnes au nord du Mali. Ça ne nous a pas laissé indifférents. Alors merci d'avoir choisi ce thème pour réfléchir vous-même d'abord en tant que formateur et pour que demain, après-demain, dans nos grands séminaires de la sous-région, nos grands séminaristes, les futurs prêtres, puissent être déjà imprégnés de cet esprit de dialogue. Cette rencontre inter-grand séminaire a été marquée aussi par la visite du centre Foi et Rencontre avec l'Institut pour la formation islamo-chrétienne. Le prochain rendez-vous, c'est en mars 2016.
Dans le cadre de l'action gouvernementale en matière d'assainissement de nos villes et campagnes, le collectif des femmes de l'éducation a procédé au lancement d'une vaste campagne de salubrité qui va s'étendre sur toutes les académies d'enseignement dans notre pays. Les images vont peut-être suivre et ce vaste chantier verra la participation du ministère de la Promotion de la Femme, de celui de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville et aussi des différentes municipalités du Mali. Le premier coup de balai a été donné au ministère de l'Éducation nationale en présence de plusieurs personnalités et partenaires du collectif. Voilà, donc des images que nous ne sommes pas à mesure de vous faire voir dans ce journal. La suite de ce journal, le Salon international du textile artisanal de Bamako, Sataba 2014, est prévu du 28 mars au 4 avril prochain. En prélude à cette grande exposition des produits textiles, la coopération pour la valorisation du textile a organisé un point de presse. C'était au ministère de tutelle. Les membres de la coopérative ont saisi l'opportunité pour dévoiler les activités programmées au cours de ce salon. Fademba Keita était présent. Promouvoir et rendre plus compétitifs les produits du textile artisanal et biologique malien sur les marchés locaux, sous-régionaux et internationaux, tel est l'objectif de cette 3e édition du Salon du textile artisanal de Bamako Sataba. Initiée par la Covatex, coopérative pour la valorisation du textile, cette grande exposition vante des produits, motive et soutient toutes les couches et coopératives impliquées dans le secteur du textile au Mali et dans l'espace IMOA. Nous avons prévu des conférences de presse, des expositions, un défilé de mode, une nuit de la créativité. Sataba, c'est pour, comme on appelle, créer de la valeur ajoutée et puis inciter les gens à avoir plus de visibilité sur leurs entreprises et à inciter les enfants aussi à connaître le métier de l'artisanat, surtout du textile. Comme les précédentes, l'édition prévue au Palais de la Culture du 28 mars au 4 avril 2014 se tient grâce au concours du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali et de certains partenaires techniques et financiers. Les objectifs de Sataba rentrent en droite ligne des préoccupations du ministère de l'Artisanat, à savoir promouvoir toutes les filières porteuses du secteur de l'artisanat. Journalistes et membres de la Covatex, coopérative pour la valorisation du textile, ont été unanimes que le Sataba, salon du textile artisanal de Bamako, crée un cadre d'échange entre producteurs, créateurs de mode et opérateurs économiques. C'est parti depuis hier après-midi pour la 2e édition du festival de Kouroukanfouga, organisé par l'Association pour le Festival international des arts et de la culture de Kouroukanfouga. La rencontre est placée sous le thème « La charte de Kouroukanfouga dans la consolidation de l'unité, de la paix et de la réconciliation nationale ». Et cela durant 5 jours, le site de Kouroukanfouga vibrera au rythme de la célèbre culture mandingue. Envoyé spécial à Kangaba, Tchédje Kamara et Chekoumar Sangari. L'héritage culturel du manding est immense et les mandinkas en sont fiers. Voilà en substance ce qui peut illustrer la 2e édition du Festival international des arts et cultures de Kouroukanfouga qui vient d'être lancé. Le thème retenu est la charte de Kouroukanfouga dans la consolidation de l'unité, de la paix et de la réconciliation nationale. Ce qui domine aujourd'hui et le restera désormais, c'est la grande prise de conscience pour la consolidation de l'unité, de la paix, de la réconciliation nationale. Cette cérémonie de lancement a été un avant-goût des 5 jours d'intenses activités culturelles. Elle a été marquée par les défilés des troupes des pays invités comme la troupe Warba du Burkina Faso, les Tambacounda du Sénégal et la Guinée-Conakry. Aussi, des piliers de la culture mandingue comme les Nyamakalaya des griots et les Donsoya des chasseurs étaient au rendez-vous. Le Festival international des arts et de la culture de Kouroukanfouga est une occasion pour visiter ce passé glorieux qui renferme les pratiques ancestrales, les savoir-faire et les coutumes séculaires du Mali. Cet événement s'inscrit désormais dans le cadre de la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel de notre pays. Ce festival qui représente en tout cas un
un pan géant dans la culture malienne. C'est un sentiment de satisfaction parce que dans la mesure où il y a une grande mobilisation. Le festival Kouroukanfouka nourrit déjà des espoirs d'un développement local par le biais de la culture. Une culture de plus en plus soutenue par les sociétés de la place. D'un festival à un autre, lancement hier dans la Cité des Rails des activités du Festival international des rails de Caille, prévu du 23 au 25 mai prochain. La 6e édition est placée sous le thème de la réconciliation nationale et de la relance économique de la région de Caille. Ce lancement a été l'occasion pour les organisateurs de faire un plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection des chemins de fer. Mahamadi Alioubari. C'est un jardin de l'hôtel des Rails rempli de beau monde qui a servi de cadre pour le lancement des activités du Festival international des rails FIRCA 6e édition. Ce festival est placé cette année sous le signe de la réconciliation nationale et la relance économique de la région de Caille. Comme son nom le dit, le Festival international des rails, ça attrait aussi au tourisme. Nous voulons qu'il y ait un tourisme digne de ce nom, que cet événement soit un événement majeur culturel. Le grand rêve de nos pères de l'indépendance, le Dakar-Niger, nous le réclamons aujourd'hui et nous allons le faire, monsieur le gouverneur. Nous allons faire les rails de Conakry-Bamako, les rails de Caille à Conakry, les rails de Caille à Nouakchott. Ce festival prévu les 23, 24 et 25 mai 2014 sera sans nul doute un moment privilégié de dialogue et de rencontres des cultures face aux menaces de disparition de certaines valeurs culturelles positives qui sont surtout les rails. Il y a beaucoup de projets actuellement en cours pour la réhabilitation des chemins de fer de Dakar jusqu'à Bamako. Le festival y est pour beaucoup. Parce que là, nous avons un créneau dans lequel nous parlons en permanence des rails, mais au-delà des rails, nous parlons également d'intégration. Au programme de ce festival prévu au mois de mai, des conférences-débats, des concerts en live, danse et lutte traditionnelle, expositions, ventes et visites guidées. Au cours de ces lancements, des artistes de la place comme Amidjara, Nana Djabati, Crazy Boys ainsi qu'Aira Arbi ont donné un cachet particulier à la soirée. Sport, football, championnat national de Ligue 1, tous les regards seront braqués demain dimanche sur le stade Modibo Keïta, le Classico Djoliba Athletic Club 2e avec 19 points. Le stade malien de Bamako premier avec 21 points est au programme et cela à l'occasion de la 9e journée en retard toute la semaine. Les deux clubs rivaux ont intensifié leur préparation pour ce rendez-vous, pas comme les autres, sous les yeux de notre reporter. Complexe sportif de Eramakono, domaine du Djoliba Assi. Ici, on vit déjà l'avant-match Djoliba Assi, Stade Malien de Bamako à la faveur de la 9e journée en retard du championnat national de Ligue 1. L'année dernière, à l'aller 13e journée, le Djoliba perdait 1-0 et gagnait le retour 4-1, 28e journée, au moment où le titre était acquis pour le stade, administrant au passage à son rival sa seule et unique défaite de la saison. Le Classico de cette année, acte 1, arrive à un moment où les Rouges du Djoliba ont le moral au top, après leur qualification en 8e de finale de la Coupe de la Confédération. C'est un match important pour nous et si on arrive à gagner ce match, ça sera une très bonne chose. Donc on va se concentrer pour aborder un bon match face à cette équipe du stade. Donc je pense qu'on est concentré, on est bien en place. En tant que joueur, il est primordial de jouer des matchs comme ça parce que jouer dans un match de derby, c'est très important. On traverse la rive droite, direction le complexe sportif Fousseini Diarra Benké de Sotiba, temple du Stade Malien de Bamako. Là également, les supporters sont plongés dans ce match Djoliba Assi, Stade Malien de Bamako. Dans son costume de Ligue 1 avec 21 points, le Stade Malien de Bamako affronte son dauphin, le Djoliba Assi, 19 points. La saison écoulée, les Blancs triomphaient à l'aller 1-0 et consolidaient leur fauteuil de leader. Un an après, le Stade Malien, dans la même position au classement, s'apprête à se lancer dans la bataille. Pour qu'on puisse rester en tête du championnat, il faut qu'on gagne impérativement. C'est un match très difficile, vraiment. On va préparer ça sérieusement pour gagner ce match. Éliminé en 16e de finale la Ligue africaine des champions, le Stade Malien de Bamako va se concentrer uniquement sur le championnat national et la Coupe du Mali pour oublier cet échec traumatisant.
Un classico Djoliba AC Stade Malien de Bamako ne se raconte pas. Il faut le vivre à tout prix. Il faut le vivre à tout prix, donc le match Djoliba AC Stade Malien de Bamako. Coup d'envoi demain dimanche à partir de 17h au stade Modibo au Keïta. L'Union nationale des anciens footballeurs du Mali a tenu une assemblée générale extraordinaire. Au centre des discussions, la relecture des textes de l'UNAFOM et la création de la mutuelle des anciens footballeurs. Khalifa Namatraoré. L'Union nationale des anciens footballeurs du Mali entend se doter d'instruments juridiques fiables afin de mener à bien sa mission. L'Assemblée générale extraordinaire organisée à cet effet a regroupé des anciens footballeurs de différentes générations venus de Bamako, des régions et de la France. Il s'agit au cours de ces assises de faire le toilettage des textes de l'UNAFOM et les faire adapter aux normes des instances de football. Nous avons constaté que nos textes n'étaient pas conformes à ceux de nos tutelles, notamment la CAF, la Fédération malienne elle-même et la FIFA. Donc nous avons voulu relire nos textes pour rendre conformes, par exemple, le mandat du bureau. Au lieu que ce soit 2 ans, qu'on le ramène à 4 ans, conformément à toutes les associations sportives. Nous avons également constaté qu'au cours de nos activités et du fonctionnement normal de l'Union, il nous manquait quelques commissions. Nous avons voulu renforcer le bureau pour mettre en place un certain nombre de commissions. L'UNAFOM se veut ambitieuse avec la mise en place d'un cadre social adéquat pour l'avenir du footballeur malien après carrière. Les perspectives, c'est beaucoup d'activités. C'est dynamiser l'union, enfin la Mitafoot, 2, créer le fonds social de solidarité. Nous avons également en vue de travailler pour que ceux qui ne sont pas avec nous ne soient pas oubliés. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football a tenu à apporter tout son soutien à l'UNAFOM pour l'atteinte de ses objectifs. Cette association, c'est l'association de la Fédération malienne de football. On a des droits, on a des devoirs, mais nos devoirs doivent être dirigés principalement vers cette association. Vous avez tout fait pour ce pays. On doit vous assister. Et je tiens à le dire au nom du comité exécutif de la Fédération malienne dont je suis membre. Pendant tout notre mandat, nous ne cesserons jamais de vous accompagner dans toutes vos activités. Les anciens footballeurs du Mali se retrouveront dans quelques mois pour un conseil ordinaire qui élira un nouveau bureau. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits déjà à midi avec Ibrahima Djombele pour Actu Hebdo et 13h le journal avec Mohamed Touré. Excellente nuit à tous. Au revoir.